Bonjour et bienvenue dans un pays aux espaces infinis, la Mauritanie. Par sa position géographique, la Mauritanie constitue un trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Je vous propose de partir avec moi à la découverte de cet immense territoire, au paysage époustouflant, au patrimoine culturel étonnant et surtout à la rencontre des Mauritaniens, un peuple nomade, un peuple à l'hospitalité légendaire et aussi un peuple francophone. Car si l'arabe est bien sûr la langue officielle de la Mauritanie, les Mauritaniens sont très attachés à la langue française. Et ce sont ces Mauritaniens francophones qui vont vous faire découvrir leur culture, leurs traditions et aussi leur amour pour la langue française. Pour commencer cette traversée mauritanienne, je vous emmène à Nouakchott. Et pour me faire découvrir la capitale mauritanienne, j'ai rendez-vous avec Oulay Khan. C'est une jeune journaliste et elle m'attend dans le centre de la ville. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage en francophonie, en Mauritanie. Bienvenue à Nouakchott. Bonjour, je m'appelle Oulay Khan de la Mauritanie. Oulay est une journaliste avec l'engagement chevillé au cœur. D'abord dans les sujets qu'elle aborde dans ses reportages, l'écologie, les violences faites aux femmes et aux filles ou encore l'accès à l'éducation. Avec son équipe, elle met en avant des acteurs sociaux et culturels qui veulent changer positivement la société mauritanienne dans tous ces domaines. Pour me faire découvrir sa ville et ses combats, Oulay m'a donné rendez-vous dans un petit parc au cœur de Nouakchott. Bonjour Oulay. Bonjour Ivan et bienvenue à Nouakchott, je suis ravie de t'avoir ici. Merci, tu sais c'est la première fois que je viens en Mauritanie et à Nouakchott. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Déjà parce que j'aime bien ce parc, c'est un espace, j'ai l'habitude de faire mes interviews, mes reportages. C'est un espace très convivial, il y a beaucoup de verre, j'adore la nature, j'adore les arbres et tout, je travaille beaucoup dans l'environnement aussi. J'adore cet espace aussi parce que ça accueille les jeunes. On vient ici souvent pour partager des moments, lire un livre, tchatcher avec nos amis, rester en focus group avec nos amis et tout. Donc c'est intéressant ici, j'adore. Pour toi, c'est important de t'engager auprès des jeunes? Oui, je suis super engagée auprès des jeunes. J'ai mis en place d'ailleurs une association qui s'appelle J'aime lire. Et c'est ma première initiative. Et l'idée, c'est de collecter des livres et de créer des bibliothèques dans les villages. Donc nous sommes à notre 7e édition. Et là, d'ailleurs, nous allons rencontrer une école intéressante où la majorité, c'est des filles. Je vais partager ma passion avec les jeunes étudiantes et en même temps, il y aura des échanges et tout. Et je t'invite à venir découvrir avec nous. Super. Bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir répondu à l'invitation. On va suivre ensemble une vidéo qui parle de moi et vous allez me donner des impressions, vos impressions sur cette vidéo, d'accord? Ben moi je vais regarder ton intervention. Oui, merci. L'idée de cette réunion est d'échanger sur les aspirations de la jeunesse mauritanienne. Avant cela, projection du documentaire Construire demain, réalisé par Sem Film Productions, qui met en avant les voies du changement des jeunes Africains qui œuvrent pour un changement positif dans leur pays. Comment faire en sorte qu'on nous écoute davantage, c'est de s'intéresser à ce qu'ils font et de demander à ça, c'est notre place, il faut qu'on réclame notre place. Oulay est l'une des protagonistes de ce documentaire qui présente son engagement. La discussion s'installe ensuite entre elle et les jeunes. Toutes les discussions sont abordées. Je sais que vous pouvez parler. Je sais que vous avez quelque chose dans la tête et dans le cœur. Je sais que quand on vous donne la parole et quand ça commence, vous dites des choses vraiment intéressantes. Oulay est venue aussi avec des livres qu'elle collecte avec son association J'aime lire afin d'encourager la lecture auprès de ces jeunes. Pour vous qui faites du marketing, ça peut être un livre très intéressant. Sourire, accolade, le plaisir de ces jeunes d'échanger ensemble est visible et communicatif. Oulay, ça sent... Ça sent le poisson. Le poisson. Sent pas bon. Ça sent pas très bon. On est au marché au poisson. Voilà, c'est normal, on est au marché du poisson. Donc là, si tu veux, je te fais découvrir un petit peu le marché. On peut passer au milieu là. Alors qu'est-ce qu'on a comme poisson? Qu'est-ce que tu connais toi? Qu'est-ce que tu viens acheter ici?
On a des chops. C'est le capitaine. Capitaine. Les Ça, c'est des lotins. J'aime bien manger cuisine ça, j'aime bien. D'accord. On a des sols. Sol. Ouais. Et là-bas, on a des crevettes et tout. Les Mauritaniens, c'est aussi un peuple de pêcheurs. Oui. C'est un peuple de pêcheurs. Nous, on aime beaucoup manger le poisson. On en produit beaucoup, on en consomme beaucoup, on exporte et puis voilà. C'est bruyant, c'est puant, mais il y a du bon poisson. On a les meilleurs poissons ici dans le monde. Dans le monde? Oui. Ah, dans le monde. On va aller voir la On y plage va maintenant, oui. Là, on sort du marché et on a la mer juste en face. On a la mer juste en face. C'est assez magique. Ah oui, là, il y a beaucoup de monde sur la plage. Oui, il y a beaucoup de monde. D'habitude, ils attendent le retour des pirogues qui ramènent des poissons. Normalement, ils doivent être là vers 17h, 18h. Donc, il y a des commerçants ici, il y a les revendeurs au niveau du marché qui attendent ces pirogues-là pour acheter le poisson et le revendre. On a des plages, on a le marché de poissons. Donc il n'y a pas que le désert, il y a aussi la mer. C'est ça qui fait la particularité de la Mauritanie, c'est que ça fait partie de nos richesses. Et puis voilà quoi. C'est super agréable d'être là. Carrément. Tu sais quoi, je commence à aimer la Mauritanie. Il y a de grâce quoi. à toi. Merci beaucoup. On va se balader? Bien sûr. On est pas mal, Ouley, Oui. sur ta C'est plage bon de ici. Nouakchott. Smena? Ouais. Je vais te demander pourquoi tu t'engages avec autant de passion dans la vie. Moi, je suis plutôt engagée et passionnée par tout ce qui m'entoure. L'actualité de chez moi, de ma communauté, de ma société, de ma famille. C'est ça qui inspire mes productions. C'est ça peut-être qui inspire mon engagement. Pour moi, je suis en train juste d'informer, souvent de sensibiliser, d'éduquer à travers mes sujets. Quelles sont les causes que tu souhaites le plus défendre? Je défends beaucoup les femmes, les jeunes filles. Je parle beaucoup d'éducation, je parle des droits des femmes, je parle de la scolarisation des jeunes filles. Pour moi, c'est des sujets importants qu'il faut prioriser dans un État, dans une nation. Pour moi, en tant que journaliste, je peux essayer de valoriser le travail qui est déjà fait, mais aussi faire un plaidoyer pour que tout ça change, pour qu'il y ait des lois pour les femmes qui les protègent. Qu'est-ce que tu aimes dans ton pays, la Mauritanie? J'adore la diversité des langues, des ethnies, des communautés, des cultures. C'est très particulier pour un pays d'avoir 4 communautés, 4 langues qui partagent ensemble le français. Pour moi, il n'y a pas plus riche que ça. Tu es aussi très engagé pour la francophonie ici. Quelle relation tu entretiens avec la langue française? J'ai toujours eu une belle relation avec la francophonie. Depuis toute petite, j'ai appris le français. J'ai grandi dans une ville où on parle le français. C'est une belle langue, c'est une langue très sexy. Et c'est une langue qu'on doit valoriser, même si c'est un butin de guerre. Il faut savoir la valoriser, la promouvoir. Aujourd'hui, si on faisait disparaître le français de la Mauritanie, moi je pense qu'on ôterait une des richesses de la Mauritanie parce que c'est une belle langue qu'on partage avec le monde, qu'on partage avec les francophones, les francophiles. Et ça crée un lien fédérateur avec les autres langues locales de la Mauritanie. Je suis Peul. Et ça crée un lien vraiment intéressant avec ma langue locale. Mais je voyais quand on est arrivé sur cette plage tout à l'heure que tu ressentais à chaque fois une émotion d'être là, dans ce lieu, sur cette plage, devant la mer. J'aime bien cette partie de la Mauritanie, ou du moins de Nouakchott. On vient ici pour faire des courses, acheter, mais aussi pour se ressourcer avec la nature. La plage, c'est beau, respirer l'air pur, c'est bon pour la santé. Ouais. Donc ici, on est soi, voilà quoi, j'aime bien. Si tu avais un mot pour définir ta ville de Nouakchott, ce serait lequel? Diversité, Et s'il y avait un mot pour définir ton pays, la Mauritanie, ce serait lequel? l'unité. On promeut l'unité dans tout ce qu'on fait. Dans nos productions en tant que journaliste, dans nos productions en tant que personne lambda, dans tout ce qu'on fait au jour le jour, on promeut l'unité en Mauritanie. Parce que c'est ça qui peut faire valoriser notre pays, c'est ça qui fait la richesse d'un pays. Voilà. Écoute, merci de m'avoir fait découvrir Merci ta ville de beaucoup. Nouakchott. Merci. C'est un plaisir de te revoir. À Bravo. bientôt. À bientôt. Ciao. Je vous emmène maintenant dans l'un des plus beaux endroits de la Mauritanie, le parc national du Bandarguin. Et pour me faire découvrir ce paradis écologique, j'ai rendez-vous avec Nami Salih, c'est le directeur du parc. On est à peu près à 3 heures de route de Nouakchott, le long de l'océan Atlantique. C'est parti.
La première fois que Nami Saeli vient sur le banc d'Arguin, il a 25 ans. Étudiant en archéologie, il décide de faire sa thèse sur l'origine du peuplement préhistorique dans cet ensemble de bancs de sable qui est aujourd'hui l'une des plus grandes réserves naturelles d'Afrique. Après avoir terminé sa thèse en français à Aix-en-Provence, il poursuit une grande carrière de chercheur, puis devient le conservateur national du patrimoine et de la culture de la Mauritanie. Il y a quelques mois, Nami vit un retour aux sources. Il est nommé directeur général du parc national du banc d'Arguin, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonjour Nami. Bonjour Eva, tu vas bien? Et comment tu veux que j'aille mal? Regarde ce paysage, c'est magnifique. On est au banc d'Arguin. C'est quoi le banc d'Arguin? On est dans une partie de la Mauritanie qui a été en fait donnée à l'humanité. Vous êtes dans le plus grand site du patrimoine mondial de l'Afrique de l'Ouest. Même c'est 12 000 kilomètres, c'est grand comme le Liban. Ouais. Ben ouais, c'est une zone immense où vivent en harmonie des populations depuis plusieurs centaines d'années, avec une biodiversité complexe. C'est un havre de paix pour la biodiversité. Tu es d'accord pour me faire visiter ton parc? Avec un grand plaisir. On va vous montrer certains de nos trésors. Et on prend le bateau alors? On y va. Bonjour. 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 VFC Production. Money cash. I saw hard any money so the gotcha Harley slack. Ce qui est étonnant depuis qu'on se balade sur le banc d'Arguin, c'est que c'est très vert. Oui, il y a plusieurs endroits verts. Ils sont très importants pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est les endroits où vivent et se nourrissent les centaines de milliers d'oiseaux, dont une bonne partie vit de façon permanente sur les îles du banc d'Arguin. La spatule blanche, par exemple, c'est une espèce endémique qui vit particulièrement au banc d'Arguin. Sinon, ces herbiers jouent une fonction très importante, c'est la séquestration du CO2. Du carbone? Oui. Et à quoi ça sert alors? Tout le CO2 que vous avez dans l'air, c'est lui qui est responsable du réchauffement de la Terre. Donc en fait, ce que tu me dis, Nami, c'est que grâce au banc d'Arguin, on respire mieux sur la planète. C'est ça le mot. Grâce aux herbiers marins, des algues et de la mangrove qui vivent dans le banc d'Arguin, on contribue considérablement à la lutte contre la pollution, à la lutte contre les gaz à effet de serre. C'est ça une des contributions très importantes, je dirais stratégiques, du banc d'Arguin et de la Mauritanie dans l'engagement mondial de lutte contre les gaz à effet de serre. Nami, quand on voit ce banc de sable, on ne peut pas ne pas évoquer l'histoire du radeau de la Méduse. L'histoire de la Méduse est rendue célèbre grâce au tableau de Jéricho exposé au Louvre. C'est lié au bateau frégate de la Méduse qui partait pour Saint-Louis et qui s'est échoué dans le banc d'Arguin sur un banc de sable. Et là commence donc l'histoire de ce radeau qui a été construit pour sauver une partie des personnes qui se trouvaient à bord de la frégate. Et finalement, des personnes commençaient à manger les personnes qui meurent. C'est devenu donc une histoire d'anthropophagie assez célèbre. On a retrouvé des bouts d'épave de la Méduse. Bien entendu, c'était en 1988, il y a eu une campagne d'archéologie sous-marine pour découvrir cette épave. Quand tu disais tout à l'heure que c'était un trésor de l'humanité, c'est parce que les humains vivent depuis des millénaires ici. Et les populations qui vivent actuellement sont vraiment des descendants de plusieurs siècles de vie humaine sur le banc d'Arguin.
C'est des populations qui vivent en harmonie avec le milieu. Les 9 villages de pêcheurs traditionnels contribuent de façon efficace pour la conservation, la gestion de ce site. Tu vois, l'île là-bas, c'est l'île Arel. L'île d'Arel, elle est un peu le refuge des oiseaux qui étaient là pendant la marée basse. Quand la marée devient de plus en plus haute, les oiseaux qui étaient posés sur la vasière, sur les herbiers, regagnent l'île. Et facilement, tu peux trouver des dizaines de milliers d'oiseaux de différentes espèces en fait. Les oiseaux qui vivent de façon continue ici et les oiseaux aussi qui viennent des migrateurs. Quoi. Bah oui, Nami, on voit qu'ils se dépêchent. Ils se dépêchent, ils se dépêchent. Nami, j'ai jamais vu autant d'oiseaux de ma vie. C'est un spectacle, mais tu vois le nuage là, tu vois le nuage. Le nuage, c'est un des nuages d'oiseaux. Ouais. Et il en vient de partout. Nami, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois un spectacle pareil? Écoute, on est trop petit par rapport à la nature. Ça c'est vrai. Ah, le thé. Merci. C'est une tradition ça, ouais. En Mauritanie. Toujours le thé. Shukran, merci. J'ai vu aussi que le pélican, c'est le symbole du parc. Ouais. C'est un oiseau quand même emblématique et il y en a plusieurs milliers de pélicans qui y vivent. Vous savez, un pélican, ça mange au moins 7 kg par jour. De poissons. Ouais. Et quand vous regardez en fait le nombre et la variété d'oiseaux qui sont là, cela veut dire que le milieu est en bonne santé. Le parc ne protège pas seulement les oiseaux, protège aussi les poissons. Le parc est stratégique pour la régénération de la ressource halieutique en Mauritanie et dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans toute cette zone. En réalité, ici, naissent, se reposent et se régénèrent les espèces de poissons qu'on pêche un peu partout en Mauritanie et ailleurs. Quand je vois ces animaux, quand je vois cette nature autour de nous, j'imagine que ça donne envie aux gens de venir. C'est quelque chose que vous souhaitez développer, le tourisme, ici au Banc d'Arguin? Nous souhaitons plutôt organiser un tourisme écologique, des groupes de personnes intéressées par les zones protégées. Et nous avons plusieurs écologes que le parc a mis à la disposition de coopératives villageoises qui gèrent très bien ces écologes. Et ils reçoivent bien entendu des groupes de touristes avertis, on va dire. Parce que quand même c'est une zone protégée, c'est une zone très sensible. Pour vous donner un seul exemple de défi que nous avons au quotidien, c'est la quantité de déchets qu'envoie la mer sur les îles et sur le littoral. Ça, c'est un véritable défi pour nous que nous devons gérer de façon quotidienne. Sinon, l'endroit risque d'être pollué. C'est un combat permanent. On se met là, devant ton banc d'Arguin. On est pas mal là. Ça fait 32 ans que tu viens ici, que tu as commencé ta carrière ici. Qu'est-ce que tu ressens, Nami, quand tu es en face de ce banc d'Arguin auquel tu as consacré plus de 30 ans de ta vie? Écoute, le banc d'Arguin, ça fait partie de ma vie. C'est un lieu de refuge de plusieurs millions d'oiseaux, mais c'est aussi un haut lieu de la protection de la nature, de la biodiversité marine, de la vie
Les prochaines années vont nous montrer que ce site-là est très important pour la lutte contre les gaz à effet de serre. Tu as fait tes études, tu as travaillé dans des pays francophones comme la France ou le Maroc. Qu'est-ce que la langue française t'a apporté dans ta vie personnelle et professionnelle? Et je considère que la langue française est un support culturel qui véhicule plusieurs valeurs. Je sais que ces valeurs sont partagées, mais qui viennent de partout. Par exemple, pour moi, la langue française porte aussi des valeurs qui viennent de chez moi, de mon pays. L'ensemble de ces valeurs constitue, à mon avis, cette francophonie plurielle à laquelle appartiennent plusieurs peuples. Dont la Mauritanie. Bien sûr, dont la Mauritanie. Et notre culture arabo-musulmane, notre culture africaine est là, sous forme de valeurs exprimées en langue française. Si tu avais un mot, Nami, pour définir tout ça, ce banc d'Arguin auquel tu consacres ta vie, ce serait lequel? Le banc d'Arguin, officiellement, c'est un don à l'humanité. Bah, écoute, merci de m'avoir fait découvrir tout ça, ce banc d'Arguin. C'était un plaisir pour moi. Après le banc d'Arguin, j'avais envie de vous faire découvrir ce qui fait l'identité de ce pays, ces grandes immensités désertiques. Pour cela, j'ai un guide, et pas n'importe lequel. C'est l'un des plus grands écrivains mauritaniens, il s'appelle Berouk. Il m'attend dans sa ville natale Datar, première étape de la découverte de ces mythiques cités caravanières. Alors vous êtes prêts? Notre voyage en francophonie à travers la Mauritanie continue. C'est parti! Berouk n'est pas seulement l'un des plus grands écrivains mauritaniens, il est aussi journaliste. Il a fondé Mauritanie Demain, le premier journal indépendant du pays. Sa langue d'écriture est le français, et à la poésie des titres de ses romans, on comprend rapidement que sa terre mauritanienne est sa source d'inspiration. Et en particulier la région de l'Adrar, un immense plateau aride célèbre pour la beauté de ses dunes, de ses canyons et de ses étendues désertiques à perte de vue. Berouk est né à Attar, la capitale de cette région au centre de la Mauritanie. C'est en tant qu'enfant du pays aux nombreux prix littéraires qu'il m'a proposé de la découvrir. Salut Berouk! Salut! Salut, ça va? Ça va? Comment tu vas? On salue? Ça va? Toujours comme ça en Mauritanie? Salut toujours comme ça. Ça va? Ben, je suis très heureux d'être dans ta ville natale. Tu as de bonnes raisons d'être heureux dans cette belle ville, dans cette Kasbah. Nous sommes au milieu de la Kasbah de la ville d'Attar. C'est la vieille ville. Hein? C'est une ville qui date du XVIe siècle. Attar, ça a toujours été un carrefour. D'abord un carrefour caravanier, ensuite c'est un carrefour de commerce. Jusqu'en 1967, c'était la plus grande ville du pays. C'est aussi la ville la plus cosmopolite de Mauritanie. Parce que je trouve des gens qui viennent du nord, du sud, de l'est, mais qui deviennent rapidement attarois. Donc moi je pourrais devenir attarois? Absolument, tout le monde peut devenir attarois. Tu me fais découvrir ton quartier? Oui, ta ville? oui, on y va? Oui. Et on commence par quoi? On commence par le vieux quartier, par la Kasbah, par la ville originelle. C'était la maison de mon grand-père. Nous sommes installés ici il y a plus d'un siècle. Nous avons fait engeance ici, nous avons fait nos joies ici, nos peines, nos mariages, nos alliances. Est-ce que toi, tu es originaire d'une famille de caravaniers? Oui, j'ai d'une vieille famille de caravaniers qui nomadisait dans un espace très large. Tu disais que le désert, c'est un concept finalement qui n'est pas mauritanien. Il n'y a pas de désert. Désert, c'est là où, quand on est seul, quand une personne est seule, quand elle est perdue, elle est dans un désert. Mais là, elle n'est pas perdue, elle sait où elle va. Parce qu'elle connaît les noms de ces dunes. Je vais passer par telle dune, par telle dune, par telle dune. Sur 100, 200 km. Il n'y a personne, mais il y a des dunes, il y a des gens. Et des gens sont déjà passés par là, ou ont déjà campé ici. On appelle pas ça désert. Ça, c'est une maison typique? C'est une maison typique, oui, un peu typique d'Attar. C'est la maison de mon oncle. Berouk, comment est composée une maison traditionnelle mauritanienne comme celle-ci?
Il y a différentes influences, sahariennes, maghrébines, arabes, un peu d'influence malienne. Parce qu'il y a toutes ces influences-là. Parce que l'habitat le plus courant n'est pas la maison, c'est plutôt des tentes. Et c'est une maison où on vivait en pleine communion, où tout le monde vivait ensemble. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu reviens ici, quelques années plus tard, dans ces lieux où tu as passé ton enfance? Je me sens moi-même. Je me sens tout entier. Je sens que rien me manque. Je suis dans mon environnement naturel. Et parfois, je me dis que je n'aurais pas dû quitter ce milieu-là. Ça, c'est le marché de Tar. Ça a toujours été un marché. Ça a toujours été un marché. Un grand carrefour. C'est un grand carrefour, c'est un grand marché. Les marchandises viennent de partout, les gens viennent de partout. Tout l'Adrar, en fait. De toute la Mauritanie, en réalité. Merci beaucoup, Bérouk, pour cette visite de ta ville natale. Et nous allons aller à Chinguitti. Chinguitti, c'est la Sorbonne du désert. C'est le grand centre de commerce caravanier. Tu vas voir. Alors, on y va. Bérouk, Chinguitti, c'est l'une des plus anciennes cités caravanières de Mauritanie. C'est une ancienne ville caravanière, mais c'était aussi un centre culturel très important. Il y avait des bibliothèques dans chaque quartier de Chinguitti. Il y avait une forme d'université et ils donnaient des cours à tous ceux qui venaient. Et pourquoi on l'appelle la Sorbonne du désert? Sorbonne parce que c'est très vieux. Parce qu'il y a des milliers d'ouvrages qui sont éparpillés entre les différentes familles de Chinguitti. Donc il y a encore des bibliothèques aujourd'hui très vivantes à Chinguitti? Bien sûr, il y a des bibliothèques comme celle de Habat que je vais te montrer tout de suite. C'est la bibliothèque Habat, c'est la plus vieille bibliothèque de Chinguitti. Il y a des manuscrits qui datent de plusieurs siècles dans tous les domaines. Astronomie, théologie, des livres d'histoire, on peut trouver plein de choses. C'est une des familles les plus anciennes de Chinguitti. Et ici, les bibliothèques sont avant tout des bibliothèques familiales. On parle de 12 bibliothèques familiales à Chinguitti. C'est un véritable trésor. Il faut forcément mettre les gants. Oui, parce que c'est fragile tout de même. Donc ça, c'est un exemplaire du Coran? De théologie, il y a 13e siècle. Du XIIIe siècle. Pourquoi ces manuscrits se retrouvent ici, à Chinguitti? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Chinguitti était un rendez-vous des caravanes qui devaient partir à la Mecque. Et les pèlerins ramenaient des livres. Et les commerçants qui allaient commercer au Orient ramenaient des livres. Et les livres aussi étaient une richesse, c'était un prix. Je crois que un livre pouvait vendre un chameau pour avoir un livre. Ou deux, ou trois. À l'époque, ils les conservaient jalousement dans des conditions très difficiles. C'est pourquoi ils y tiennent beaucoup. Et c'est pourquoi ils ne laissent pas beaucoup de monde s'approcher de leurs manuscrits. Pourquoi le livre a autant de valeur en Mauritanie? Ce qu'il y a d'intéressant dans ces contrées désertiques, c'est qu'il y a une véritable adoration du livre et de l'écrit. Le livre, c'est le signe du savoir, c'est le signe de l'intelligence. C'est un culte. En islam, la première recommandation que Dieu a faite pour le prophète est de lire. Iqra. Et les gens risquent leur vie par très loin, jusqu'à risquer leur vie pour ramener des livres. Et c'est ça ce qu'il y a de fascinant dans cette quête du savoir dans une région très difficile. Bérouk, qu'est-ce que tu ressens devant cette mosquée, devant ce paysage de Chinguitti? J'ai comme l'impression de revivre des temps immémoriaux. Chinguitti, ça a été une ville qui a beaucoup de place dans le cœur des Mauritaniens, de tous les Mauritaniens, et d'ailleurs de tous les Sahariens. La Mauritanie, elle est dans tous tes romans.
Oui, elle est dans tous mes romans parce que la Mauritanie, les déserts, le Sahara, les villes anciennes, nos oasis, c'est mon environnement, c'est ma culture. C'est ta source d'inspiration. C'est ma source d'inspiration, c'est moi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'un écrivain a à offrir? Son écriture, bien sûr, mais aussi sa culture. On dit que la Mauritanie, c'est le pays aux millions de poètes, c'est vrai? Oui, parce que à l'origine, dans le désert, il est de bon ton de savoir déclamer un poème. Le poète a une place particulière dans les gens et tout le monde rêverait d'être poète. Tu écris en français. Pourquoi tu as choisi le français comme langue d'écriture? Mon père était un instituteur francophone, francophile, qui aimait beaucoup le français et qui pensait que le français c'était aussi une arme de liberté. Il était très indépendantiste et en même temps, il avait un amour immodéré pour la littérature française. Et l'amour de la langue m'est venu comme ça. Birouk, si tu avais un mot en français pour définir ton pays, la Mauritanie, ce serait lequel? En vérité, la Mauritanie peut se résumer en un verre de thé. Merci Birouk de m'avoir fait découvrir ta Mauritanie. Merci d'avoir bien voulu découvrir ma Mauritanie. Je pars un peu plus au nord, rencontrer l'un des personnages d'un des romans de Birouk, Le silence des horizons. Elle s'appelle Zaïda et elle habite Ouadane, l'une des 4 villes saintes caravanières de Mauritanie. Comme dans le roman de Birouk, Zaïda est une femme de caractère et engagée. En 2000, elle crée à partir de rien une auberge où elle accueille des touristes du monde entier. Elle forme aussi les femmes de la ville en partageant son expérience d'entrepreneuse. Enfin, elle s'engage en francophonie en dirigeant l'Alliance française de Ouadane. Les enfants peuvent venir apprendre le français, lire des livres et participer à de nombreuses activités culturelles comme découvrir l'astronomie avec les autres membres de l'équipe de l'Alliance française. Zaïda m'a donné rendez-vous sur la plus grande place de Ouadane pour me faire découvrir sa ville mythique caravanière où elle est née. Oh! Et bonjour Zaïda. Bonjour. Quel accueil. Bienvenue. Quel accueil à Ouadane. Bienvenue, avec plaisir. C'est les traditions, on accueille les gens avec la musique et les danses qui s'appellent Degdag. Et ces jeunes filles ont hérité ces musiques de leurs ancêtres, leurs grands-mères, leurs mères. C'est la tradition. C'est les traditions. Et je vais te faire découvrir la ville. Et on y va. Merci beaucoup. Shukran. Merci, shukran. Alors Zaïda, Ouadane, c'est en fait l'une des 4 villes saintes. Oui, on est dans une vraiment ville historique de la Mauritanie. Quand est-ce qu'elle a été construite, cette cité? Cette cité a été fondée en 536, ce qui fait 12 siècles. 12 siècles. Ouais. Là, on est autour de nous, il y a 12 siècles d'histoire. Oui, exactement. Et ça, ce bâtiment? Et ça, c'est le minaret de l'ancienne mosquée. La première mosquée qui a été faite à Ouadane. Depuis 12 siècles. 12 siècles. Il est là. La rue des 40 savants. La rue des 40 savants, c'est des savants qui ont été maisons collées l'un et l'autre, qui font l'école coranique, qui font l'apprentissage des livres religieux, sciences, etc. dans l'ancien temps. Donc c'est ici. Ouadane, ça veut dire des oued. Oued des dates et oued des savoirs. D'accord. Tu passes, tu vas voir les traces des enfants à l'époque où ils lisent chez les savants. Tu vas voir leurs traces à jouer sur les pierres. Ça? Ah oui, ils trairent les chameaux. Comment ça? Ça, c'est des traces des enfants qui grattent des pierres avec d'autres pierres, bien sûr. C'est pour avoir des poudres. Donc, ce qui en a plus de poudre, c'est lui qui a gagné. En disant qu'il a traire un chameau, il a plus... C'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Sympa. Ouais. Toutes ces pierres, elles racontent une histoire et on imagine tous les caravaniers qui passaient. Qui passaient à l'époque, oui. Vraiment, c'était une route des caravaniers qui vient de... Alors là, quand on arrive là, Zaïda, on a une vue incroyable. Bon, voilà, c'est la ville de Ouadane, c'est une ville fortifiée. Les gens de Ouadane, comme ils disent le proverbe, ils ne devront pas s'inquiéter parce que
On habite sur la montagne. On peut voir les S'il y ennemis a des arriver. ennemis arriver, on peut le voir, donc on est en sécurité. Zaïda, quand on voit tout ça, on imagine que Ouadane, c'était une ville très riche à l'époque. Très riche à l'époque, oui, oui, parce qu'il y a tous les caravaniers qui passent par là en échange. Il y avait les caravanes de sel ici jusqu'à Chingiti, Tichit, Oualata, après ils remontent jusqu'à Mali. Et là, je vais t'amener quelque part dans une place mystérieuse. C'est où? C'est loin d'ici? C'est 1 heure de route d'ici. Et je vais aller me changer et après on ira là-bas. Voilà. Oh là, c'est mystérieux tout ça. Mystérieux, exactement. Zaïda, tu m'emmènes où? Ah, je vais te montrer où je t'amène. Je t'amène dans un endroit spécial. Un endroit spécial. Et Voilà, la carte. Elle est pour belle, cette nous c'est carte. un endroit vraiment spécial parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce que c'est comme endroit. On est là et je t'amène ici, dans ce cercle-là, Petit tourbillon qu'on là. appelle l'œil d'Afrique. L'œil de l'Afrique. Voilà. C'est un mystère quand Donc même. nous on va découvrir. Oh, Vous déjà. allez voir ce que c'est. Sur la route du mystère de Du l'œil de mystère, l'Afrique. Voilà. Ces montagnes qui commencent de là jusqu'à là-bas au fond, c'est le premier cercle de l'œil de l'Afrique. Ah ouais, c'est immense en fait. C'est très très immense parce qu'il fait 45 km De diamètre. Ouais. Ouais, c'est dingue. Voilà, on arrive au centre des cratères. Alors Zaïda, c'est ça? Voilà, L'œil on de arrive- l'Afrique. On arrive à l'œil de l'Afrique. Donc voilà, donc là on a une vue de presque de tous les cercles. Incroyable. C'est très grand. C'est quoi en fait l'œil de l'Afrique? On ne sait pas. C'est un lieu inconnu. Tidor nous dit que c'est une météorite. Le grand naturaliste français. Ah oui, oui, que je l'ai connu en plus quand j'étais jeune. Il y en a qui disent que c'est une trace de volcan. Il y en a qui disent que c'est l'Atlantide ces derniers temps. Et pourquoi on l'appelle l'œil de l'Afrique? L'œil de l'Afrique parce qu'il est en forme. Quand tu vois les photos d'un satellite, tu vois vraiment que c'est une forme d'œil. Donc si tu regardes de Si l'espace, tu regardes de l'espace en haut, tu as vraiment au centre une espèce vraiment de forme d'œil. C'est très très joli. On se croit vraiment dans une autre planète. c'est clair, Ouais. on est carrément Voilà. dans une autre planète. Pourquoi tu aimes bien venir ici avec des touristes? Parce que je voulais lui faire découvrir un lieu naturel et je voudrais aussi montrer que la nature est plus forte que l'homme. Qu'est-ce que tu aimes dans ta région de l'Adrar? Tu m'as présenté Ouadane, maintenant cet œil de l'Afrique. Qu'est-ce que tu aimes? Moi, ce que j'aime bien, c'est les villes anciennes qu'on a, parce que ça nous fait penser notre ancêtres et notre culture. Et j'aime bien aussi le désert, parce que c'est le silence, tu peux toujours respirer d'air naturel. Tu es aussi une femme très engagée. Pourquoi c'est important l'engagement pour toi? Parce que je trouve que chaque citoyen doit être responsable de faire un pas dans son pays. Pour construire un pays, donc on ne peut pas le construire tout seul. Donc je suis le président d'une ONG qui s'appelle Gravi les Frères pour faire le développement, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et la langue française? Pourquoi tu as décidé de créer une alliance française à Ouadane? Je m'engage avec l'Alliance française parce que c'est pour améliorer le niveau des élèves en français. On a une zone touristique, une ville touristique, donc on aura toujours besoin d'un lieu où les gens peuvent, ceux qui n'ont pas allé à les études comme des guides, donc ça lui donne d'avoir un accès pour étudier un peu de langue française, juste pour qu'ils arrivent à communiquer avec leurs clients. Si tu avais un mot, Zaïda, pour définir ton pays, la Mauritanie, ce serait lequel? Ce sera les libertés. On vit dans une liberté immense qu'on n'imagine pas. Et ça respire. L'espace est très, très bien. Voilà. Ça, quoi. C'est la Merci de m'avoir fait découvrir ton pays Bienvenue. et l'œil de l'Afrique. Si vous venez en Mauritanie, vous avez toujours les bienvenus. Merci. Voilà, vous avez derrière moi le centre de l'œil de l'Afrique qu'on va quitter pour la dernière étape de notre voyage à travers la Mauritanie. On va rencontrer une dernière personnalité francophone, haute en couleur. Il s'agit de Mami Nevin. C'est un passionné fou de l'œuvre de l'exploratrice française Odette de Puygodot. Il m'attend chez lui, à Azougui.
Chez Mamine Evin, le drapeau breton côtoie celui de la Mauritanie. Le grand-père de Mamine, Jacques Evin, est un militaire breton appelé en 1925 pour servir sous le drapeau français en Mauritanie. Il se marie à une Mauritanienne et a 6 enfants, dont le père de Mamine, qui lui offre à 14 ans un livre d'Odette du Puy-Godot. Mamine tombe fou amoureux des récits de cette aventurière française qui raconte sa traversée de la Mauritanie à partir de 1930. Il connaît même des passages entiers de ses œuvres écrites pendant 30 ans de voyage à travers le pays. Il décide de s'installer là où Odette, comme il l'appelle affectueusement, a passé le plus de temps en Mauritanie, à Azougui. Il ouvre avec l'autre amour de sa vie, sa femme Aziza, une auberge et une agence de voyage, l'Armor Tour, où il fait découvrir aux touristes les beautés de son pays, en ayant toujours avec lui un livre d'Odette du Puy-Godot. Salut Mamine! Salut Ivan! Tu m'accueilles avec le thé, évidemment. Tout à fait. Le thé, rite de bienvenue, autant que réconfort, signe de fête et d'amitié. Et nous lancerons tous le même art de satisfaction. Ça, c'est Odette de Puy-Godot. Exact. J'en étais sûr. Gagné. J'en étais sûr. Merci, je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. Alors Mamine, j'ai beaucoup entendu parler de toi et bien sûr de ta passion pour Odette de Puy-Godot. On est un peu en Mauritanie et en Bretagne. C'est vrai que nous avons ce capital commun entre les deux peuples qui ne peut que les rapprocher, qui sont les écrits d'Odette Puy-Godot. Tu me fais découvrir tout ça? Ton univers, ta passion? Avec plaisir. Allez, on peut trinquer avec le thé? Oui, Yermat. Yermat. Bienvenue. Alors là, on est dans le temple d'Odette de Puy-Godot. Mamine, qui est Odette de Puy-Godot? Odette Puy-Godot est une aventurière des années 30. Donc, une Bretonne née à Saint-Nazaire, à l'est de la Loire, le 20 juillet 1894. Et donc, le rêvait d'évasion et d'aventure. Alors, c'est notre chance à nous, la Mauritanie, parce qu'elle était quand même inscrite maritime. Donc, elle a sillonné les îles bretonnes. Elle a participé à des campagnes de pêche sur des tonniers bretons. Donc, elle avait son livret maritime. Une aventurière. Ouais. Qui vient jusqu'en Mauritanie alors? Elle part avec sa compagne, Marion Senen, et il fait ses 3 odyssées. Tu me montres son parcours? Donc, à bord du Lanche vers le banc d'Arguin, ensuite vers le Trarza, ensuite vers le Alleg, et le Gorgol, le Guidimara et Akifa. Elle était déjà arrivée à Akifa, elle était très malade et donc elle est rentrée à Travercaille à Dakar pour se soigner. Et sur son lit d'hôpital, Odette entendait un capitaine qui vient d'ici, de chez moi, de Datar, et qui évoquait la guetna. La guetna, c'est la cueillette des dattes. Et donc, elle dit à Marion, le voyage n'est pas fini, Cap Seratar. Donc, elles vont vers Azougui, ici, là, exactement où nous sommes. Et elles font cette boucle environ de 400 km, Chengiti, Wadan, et reviennent à Attar. Ah oui, ça, c'est le trajet que nous, on a fait, mais elles l'ont fait en chameau, c'est ça? Oui, en chameau. Et donc, elle a raconté tous ses voyages dans des livres. Elle a écrit 10 livres sur la Mauritanie, où, bon, on ne raconte pas que son voyage. Là, les lettrés mauritaniens considèrent que c'est une mémoire de nos racines nomades, parlant de nos us et coutumes, de nos traditions. Elle a parlé de tout, mais vraiment de tout. Et ça, c'est étayé par le dessin de tous les outils que nous utilisions à l'époque. Qu'est-ce qu'elle a de différent, Odette de Puy-Godot, par rapport à d'autres explorateurs, exploratrices qui sont venus en Mauritanie? Elle a été très sincère et très fidèle dans ce qu'elle reportait. Elle n'avait pas de préjugés. Et donc, elle a été acceptée et respectée par la famille nomade, qui respecte ces 2 dames courageuses qui arpentent le désert. Elles ont pu s'introniser dans notre famille chamérière. Tu sais, quand je t'écoute parler comme ça de cette aventurière, ça donne envie quand même d'aller sur ses traces. Tu penses qu'on peut y aller en chameau? Avec plaisir. Yallah! Allez, on y va. Et voilà les chameaux. En fait, se balader en Mauritanie sans se balader à chameau, c'est pas vraiment la Mauritanie. C'est exact. Salam alaikum. Salam alaikum. مرحبا خير تاعك لاباس يا الخير ياك لاباس يا الخير يا مرحبا ياك لاباس يا الخير. J'adore les salam alek dans ce pays. Alhamdulillah, machallah, alhamdulillah. Un vrai nomade doit avoir son chèche comme tous les autres. Voilà. Tu sais que depuis que je voyage en Mauritanie, je me dis, mais quand est-ce que je vais enfin mettre le chèche mauritanien? Ah ben voilà. Il fallait que je te rencontre, Mamine. Maintenant, tu es un mort. C'est bon? C'est un peu, mais oh là là, on dirait Laurence d'Arabie. Là, avec ça, je suis prêt pour faire du chameau. Parfait. Allons-y. On y va? Yallah. Allez, yallah. C'est tout un art aussi. Hop.
Ah bah là, la Mauritanie. Oh là là, c'est majestueux. Ben oui, on y est, sur les traces d'Odette. Tout à fait, sur les traces d'Odette Pigodeau. Combien elle a fait de kilomètres en tout? Alors 18 000 km 18 000 à pied kilomètres. et à dos de chameau. J'ai entendu dire, Mamine, que tu connais des passages d'Odette de Puygodeau par cœur, c'est vrai? Tout à fait, c'est vrai. Tu m'en dirais un petit passage? Avec plaisir. En fait, Odette, elle est omniprésente partout. Et là, puisqu'on est au milieu de dunes de sable, je te ferai une citation sur les couleurs de sable. Sable pâle, à peine doré, ivoire, parfois presque blanc. Sable oxydé, roussi, sable rose, orangé. Sable fauve et soyeux comme un pelage. C'est magnifique. Merci, Mamine. Je t'en prie. Là, j'ai l'impression d'être sur les traces d'Odette de Puygodeau. Mamine, finalement, qu'est-ce qui te touche le plus dans l'œuvre d'Odette? Elle a reporté les choses telles qu'elles sont. Je trouve que c'est extraordinaire qu'une Française qui arrive, qui débarque en Mauritanie avec son amie qui est française aussi, et qui arrive à pouvoir découvrir tout des Mauritaniens, sans lacune, mais aucune. Et Ça t'a touché? Oui, ça m'a touché. Et puis il y a cette langue française. Je t'ai vu la déclamer, son texte comme de la poésie. C'est une belle langue aussi. C'est une très belle langue, c'est beau, c'est poétique, c'est luxuriant, c'est sensuel, c'est quand même couronné par l'Académie française. C'est beau ce que tu dis, ouais. Je trouve. C'est très, toi aussi, t'aimes bien, finalement, cette littérature-là. T'aimes la langue française? Je l'aime parce que c'est une belle langue d'abord, la langue de Molière, c'est très très beau, et aussi parce qu'effectivement, c'est une langue d'ouverture. Je trouve qu'elle m'a permis d'être beaucoup plus ouvert. Je pense que je l'aurais été sans cette langue. J'ai une question que j'avais envie de te poser. Là, on est assis sur le sable, on a les chameaux derrière nous. On est dans un espace assez magique. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton pays, la Mauritanie? Moi, j'aime les déserts, j'aime les espaces, j'aime les oasis. J'adore quand je suis sur un sommet et que je domine. Si tu avais un mot, Mamine, pour définir ton pays, la Mauritanie, ce serait lequel? La tolérance. Un peuple très tolérant, très hospitalier. Je suis très fier d'être mauritanien. Mamine, est-ce qu'on peut regarder ensemble le coucher de soleil tous les deux? Avec plaisir. Sur les dunes mauritaniennes. Voilà, j'espère que cette traversée mauritanienne vous a plu. Je vais vous avouer quelque chose, j'ai rarement été aussi ému et touché devant de tels paysages. Vous pouvez passer des heures à contempler ces déserts, ces espaces infinis, et là, vraiment, vous vous ressourcez. Alors faites, comme de plus en plus de touristes, venez visiter la Mauritanie. Les autorités mauritaniennes assurent la sécurité partout dans le pays. Et puis vous allez trouver l'autre richesse de ce pays, les Mauritaniens eux-mêmes, qui vous accueilleront toujours avec une grande hospitalité et leur généreux sourire. Alors nous, on se retrouve très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut! Retrouvez votre programme sur l'application ou connectez-vous sur la plateforme tv5mondeplus.com.